Mathilde a bien insisté sur ce point, hein, sur le fait que Golgotha Picnic est une pièce qui n'a pas pour motif principal un propos antichrétien, mais qui affiche un discours critique vis-à-vis du christianisme, et que le titre même, hein, Golgotha Picnic, thématise. Dans la pièce, le Christ apparaît comme un personnage despotique, égocentrique, je cite, un messie du sida, par exemple, ou encore quelqu'un qui, je cite encore la pièce, hein, brandit la menace de la peste et de maladies en tout genre. Bref, avec ces discours sur le Christ, on est complètement dans ce qu'on peut appeler un blasphème. De ce fait, sans surprise, qu'elle a attiré l'attention de plusieurs associations chrétiennes. Je rappelle hein, qu'après l'annonce de la programmation parisienne au Festival d'automne de la pièce, et aussi au moment de sa représentation à Toulouse, le secrétaire général de Civitas, Alain Escada, a réagi sans attendre en signant une tribune sur le site de l'Institut pour appeler à la mobilisation des chrétiens et dénoncer ce qu'il considère comme un spectacle blasphématoire, et donc je cite toujours, hein, qui s'inscrit dans une inacceptable succession d'événements christianophobes sous couvert pseudo-artistique. Donc le mot est lancé, il s'agit de lutter contre un spectacle blasphématoire, notamment en organisant une grande manifestation à Paris. Il y a plusieurs modes de mobilisation hein, qui sont engagés à partir de là. Et c'est à partir de cette tribune d'Alain Escada que la presse s'empare de la question hein, et que la polémique naît. En effet, avec Marie-Odile, nous avons travaillé sur les articles qui font écho à la polémique et qui, bien entendu, contribuent à la nourrir, hein, plus qu'ils n'y font écho. Donc même en limitant notre corpus de recherche aux articles journalistiques parus au moment où la pièce tenait l'affiche, on a répertorié 66. À l'intérieur de ces 66 articles, on a repéré une très forte circulation des discours, notamment celui de Civitas, hein, et c'est quelque chose sur lequel on insistera beaucoup, à savoir que c'est un discours qui circule très largement dans l'espace public via ces articles. On peut repérer aussi dans les discours qui circulent dans ces articles un communiqué AFP du porte-parole des évêques de France, une tribune de parlementaires de droite hein, qui se prononce contre la pièce, ainsi qu'un communiqué de presse de la Ligue des droits de l'homme. Alors, nous n'étudierons pas en détail cette circulation des discours faute de temps. En revanche, on voudrait s'appuyer identifier les trois principaux types d'arguments qui sont mobilisés dans la pièce hein, pour arbitrer la polémique. Et ce seront les trois angles qui constituent notre présentation. Tout d'abord, les arguments qui portent sur son caractère potentiellement blasphématoire, voire christianophobe. Donc ce sera Marie-Odile qui présentera ce point. Ensuite, dans un deuxième point, on s'intéressera aux arguments qui invoquent la visée moraliste de la pièce de Garcia. Et enfin, dans un troisième temps, ceux qui se rapportent à la question de l'esthétique et des droits imprescriptibles de l'art. Voilà. Donc, Anna vient de le mentionner. En fait, la polémique a été lancée finalement par des représentants religieux, ce qui fait en sorte qu'elle s'est en quelque sorte naturellement centrée autour de la question religieuse. Le point nodal du débat consistait finalement à déterminer si le terme de blasphème était adapté ou non pour décrire ce que la pièce fait à la religion chrétienne. Il y a donc eu, pour reprendre les termes de Ruth Amossi dans son ouvrage Apologie de la polémique, une sélection stratégique des termes de nomination, caractéristique de la polémique, ce qui a engendré une nette polarisation du débat. D'un côté, il y a ceux qui rejettent le terme, c'est-à-dire les défenseur de la pièce. Il s'agit principalement des commentateurs non catholiques, dont la position est complètement opposée à celle de Civitas. Pour ceux-ci, l'utilisation du terme blasphème reposerait finalement sur un malentendu sur la signification de la pièce. L'argument le plus mobilisé pour dénier à la pièce son caractère blasphématoire demeure que ce délit n'existe plus en droit français. Très tôt mis de l'avant dans un communiqué de la Ligue des droits de l'homme, l'argument est repris dans de nombreux articles citant souvent explicitement l'organisation, qu'ils expriment un point de vue favorable aux représentations ou non. Du côté des pourfendeurs de la pièce, ensuite, deux attitudes sont repérables. Dans Valeurs actuelles ou sur le site de Civitas, on associe clairement la pièce à une œuvre blasphématoire. Dès lors qu'il s'agit de s'adresser à un lectorat plus large, toutefois, c'est plutôt la qualification d'atteinte aux chrétiens qui domine. L'argument du blasphème étant de faible poids par rapport à celui de son inexistence dans le domaine juridique,
Les catholiques vont lui préférer celui des sensibilités religieuses blessées, tel qu'il est décrit par Jeanne Favré-Zada dans son ouvrage du même nom. Je la cite à ce propos. Entre dévots, on parle toujours de façon explicite de blasphème, mais dans l'espace public ne sont évoquées que des sensibilités ou des convictions religieuses blessées, une communauté chrétienne diffamée. Donc, Henrik Lindell, par exemple, journaliste protestant, blogueur sur le site La Vie, refuse le terme de blasphème tout en admettant que les chrétiens puissent être blessés par Golgotha Picnic. Il écrit « Cette pièce serait blasphématoire aux yeux de certains chrétiens. Et alors, pour nous, cette polémique est inutile, car la notion de blasphème est inutilisable sur le plan juridique et sans objet pour les non-croyants. C'est uniquement entre croyants de la même religion qu'elle peut avoir un sens. Mais il est vrai que la pièce ridiculise et rabaisse systématiquement le Christ, la signification de sa mort sur la croix, le contenu de la foi et aussi les croyants. » S'il écarte ici le terme de blasphème, Lindell évoque néanmoins la dégradation de l'image du Christ et, par le biais d'une hyperbate finale, opère un glissement de l'atteinte faite au Christ à l'atteinte faite aux chrétiens. On passe alors de la description d'une figure religieuse ridiculisée à celle d'une communauté stigmatisée, ce qui permet aux journalistes d'afficher une position modérée, finalement, plus apte à recueillir l'adhésion d'un public élargi. Mais ce qui est remarquable dans cette affaire, c'est que l'argument des sensibilités blessées est aussi utilisé dans une presse au lectorat beaucoup plus large et sous la plume de catholiques de tradition modérée, comme sur le site slate.fr, Slate, je ne sais pas comment ça se prononce, ou dans le journal Le Temps. Il est alors mobilisé avec une portée beaucoup plus générale que le seul cas de Golgotha Picnic. La pièce est alors comprise comme un exemple permettant de montrer une tendance générale de la société française à cibler la communauté catholique. Henri Taine, notamment, auteur d'un livre dénonçant le retour des intégristes, et journaliste catholique chargé des affaires religieuses pour le journal Le Monde, voit dans l'antichristianisme un air du temps. Je le cite. Disons-le d'emblée, Rodrigo Garcia, auteur de Golgotha Picnic, a écrit une œuvre provocante. Sous le prétexte de dénoncer une iconographie chrétienne qu'il juge, selon ses propres mots, terrifiante et barbare, il ridiculise et rabaisse la passion du Christ jusqu'à sa mort sur la croix au Golgotha, jouée par des acteurs nus. On peut s'interroger sur les raisons d'un tel acharnement contre une religion qu'on décrit par ailleurs comme morte ou dépassée. L'antichristianisme habite l'air du temps. Il faudrait être aveugle pour ne pas mesurer le désarroi de croyants blessés par un tel spectacle dans leurs convictions les plus profondes. Se positionnant donc en défaveur des représentations de Golgotha Picnic, Taine présente un discours modéré en évitant de caractériser le spectacle de blasphématoire, ce qui se rapporte davantage finalement au Christ qu'aux croyants. Il recentre les débats sur des enjeux plus généraux et pouvant interpeller une large part de la société. Non pas certains groupes d'individus restreints. Le caractérisant blessé vient focaliser le point de vue sur les sentiments des catholiques et constitue une marque du pathos. De même, le recours à la catégorie antichristianisme recadre la polémique en problème de la christianophobie. La pièce ne serait que le signe ostensible, finalement, d'une tendance beaucoup plus profonde de la société française à stigmatiser les chrétiens, ce qui s'apparenterait à un véritable acharnement, écrit-il. Cet argument fait écho à celui plus large et qu'on retrouve quand même dans 5 articles de notre corpus, selon lequel il existerait en France un régime d'exception défavorable à la religion chrétienne qui, parce qu'elle serait moins réactive, disons, que les autres religions monothéistes, serait attaquée sans que cela ne heurte l'opinion publique. Un autre élément remarquable de la polémique ayant entouré l'affaire Golgotha Picnic est l'évolution du discours des catholiques dans le temps. À la suite des actes commis par des opposants à la pièce et des communiqués d'Alain Escada, on observe en effet une transformation des postures adoptées dans la presse chrétienne. Les commentateurs y adoptent une position plus modérée qui consiste à condamner fermement la violence des démarches entreprises par Civitas et par les ultra-catholiques, tout en présentant leur cause comme étant juste et représentative du sentiment de nombreux catholiques. C'est le cas, entre autres, de l'évêque Éric de Moulin-Beaufort, qui écrit, je cite, « De fait, beaucoup de catholiques avaient pressenti que ces manifestations agressives avaient des visées politiques plus que spirituelles. En même temps, ils attendaient de l'Église un geste proportionné aux troubles que ces pièces ont causés dans les esprits.
Il y avait aussi ce besoin de rappeler aux artistes leurs responsabilités. Les symboles religieux ne sont pas vides, ils font vivre des personnes qu'on ne peut choquer impunément en les détournant à sa guise. L'évêque admet certes ici que Golgotha Picnic porte atteinte finalement aux chrétiens en attaquant leurs symboles, mais il condamne également l'instrumentalisation de la prière à des fins politiques et souligne sa vision de la religion chrétienne, faite d'amour et de paix et non pas de violence. Chez plusieurs des commentateurs favorables à la pièce, enfin, la question religieuse est davantage centrée sur l'idéologie de ses détracteurs, qualifiés d'intégristes, que sur le fond de la pièce. La mise en accusation se déplace alors de l'œuvre à ses critiques et on relève un recours massif à l'argument ad hominem. Les accusations de blasphème sont infondées car elles proviendraient, je cite évidemment, d'une poignée d'intégristes chrétiens mal dans leur foi, qui s'agitent comme des convulsionnaires en soutane, autrement dit, qui n'ont aucune crédibilité dans le débat public. C'est particulièrement le cas de la presse de gauche. Quelques commentateurs soulignent même que les manifestations intégristes n'ont constitué qu'un prétexte pour acquérir une certaine visibilité dans l'espace social. Dans l'ensemble, le débat est donc fortement polarisé, ce qui est le propre de toute polémique. Là où l'affaire Golgotha Picnic se démarque, toutefois, c'est dans la façon dont se dessinent les différents groupes s'opposant. Pour les commentateurs, il s'agit moins de faire se confronter les arguments en faveur ou en défaveur des représentations de la pièce que de caractériser les manifestants et la nature de leurs actions. Le débat est ainsi souvent déplacé vers une réflexion sur les réactions de la communauté catholique lorsqu'elle est agressée. C'est pourquoi le point nodal des échanges entre les deux camps consistait à commenter les agissements de Civitas plus que la pièce elle-même. Ainsi, les catholiques mènent les échanges et inscrivent les débats internes à leur communauté sur le devant de la scène. Les modérés investissent les médias pour faire entendre leur position médiane et discréditer les actions de Civitas, tout en faisant entendre l'argument des sensibilités blessées et en instillant l'idée d'un antichristianisme latent en France. Du côté opposé, les commentateurs condamnent davantage les agissements des manifestants qu'ils ne défendent la pièce. En ce sens, le débat est surtout axé sur la communauté catholique, sans s'y restreindre. En effet, chez les défenseurs de la pièce, on relève certains arguments que Anna va aborder tout de suite après moi, portant sur le contenu de la pièce. Ils sont en général de deux types, donc soit ils relèvent de la morale, soit ils relèvent de considérations générales sur la place de l'art en société. Je te laisse la parole. Merci. Pour rebondir sur ce que disait Mathilde ce matin, on parlait donc de la mort de l'auteur, mais on peut presque parler de mort de la pièce dans la presse, dans la mesure où il est presque plus question de la question des... il est question des chrétiens, de la place des chrétiens dans la société, bien plus que de la pièce. Donc maintenant, on va revenir vraiment aux arguments qui sont favorables à la pièce ou défavorables, mais qui se reposent plus sur la pièce et qui sont l'argument de la morale de la pièce, qui est le deuxième type d'argument qui revient, mais qui est encore une fois très nettement minoritaire par rapport à ce que Marie-Odile a analysé tout de suite. En effet, c'est un argument qui est classique pour défendre une transgression. Carole Talon-Hugon l'a montré, Mathilde y a encore fait référence ce matin, c'est l'argument de la surmorale. On choque, certes, mais parce qu'il y a une intention morale cachée, et donc il s'agit de défendre la pièce en en explicitant l'ambition morale de la pièce. Donc, que disent les défenseurs de la pièce? C'est que la pièce a une portée moraliste, universaliste, et il y a donc, dans ce cas-là, une généralisation du propos. On attaque les chrétiens, certes, mais pas pour la véritable visée, ce ne sont pas les chrétiens, mais c'est une ambition beaucoup plus universelle, et donc c'est un discours que l'on va trouver vraiment qui est le plus récurrent chez les défenseurs. Alors, c'est ce que Carole Talon-Hugon appelle aussi une intention morale inaperçue. Donc, l'idée, tout d'abord, c'est que la critique ne serait pas celle des chrétiens, mais celle de la religion. Donc, déjà, premier phénomène d'élargissement, de la religion, de la doctrine et du dogme en général. Donc, ça, c'est le premier type d'argument. Là où les chrétiens perçoivent surtout la parodie de leurs symboles, plusieurs commentateurs, au contraire, y voient une critique plus globale des religions. Deuxième point,
ce n'est pas seulement la religion, mais c'est une critique plus globale encore de la société. Donc vous voyez, c'est avec un phénomène d'élargissement progressif. Des 36 articles de notre corpus, on en a 14 qui présentent Golgotha comme une fine analyse sociale. Donc chez plusieurs, on a un mouvement qui porte sur la cible de Garcia. La pièce vise, je cite par exemple dans un article paru dans Les Échos, le reste de l'humanité. On a aussi un autre article qui dit qu'elle fustige le monde entier, la bêtise des hommes. Ou encore des articles qui portent sur la figure de Garcia qui se trouve doté de tous les attributs d'un moraliste. On trouve par exemple l'idée que c'est un moraliste champion du paradoxe, ou bien encore des arguments qui portent sur la visée. Par exemple, l'idée de Garcia serait de dénoncer, je cite, le conformisme, le système, la culture bourgeoise, la contre-culture bourgeoise, les McDo, Ikea, les nouveaux temples de la consommation, la religion, les religions, la culpabilité judéo-chrétienne, les idéaux humains bafoués Google Maps. Bref, tout ça, c'est une liste qui fait justement la société dans laquelle il s'inscrit. Donc avec cette idée d'une surmorale sur laquelle je n'insiste pas. Donc ça, c'est le deuxième type d'argument qui est, on va dire, vraiment l'argument le plus fréquent et pourtant l'argument le moins attendu si on en croit encore la thèse de l'autonomie de l'art. C'est ça le paradoxe ici, c'est qu'on défend l'art par des valeurs qui sont censées ne pas être celles de l'art. Et donc j'en viens maintenant dans une troisième partie à la présence d'arguments que l'on s'attendrait dans le domaine de l'art, que l'on s'attendrait à trouver et qui sont très faibles. Donc c'est ce que je vais voir dans cette troisième partie. Un premier argument que l'on attendrait, c'est celui de l'exception artistique, de l'impunité de l'art, pour la seule raison qu'il se situe hors de tout jugement moral et qu'il n'a tous les droits, qu'il ne serait pas censurable. Alors cet argument est utilisé, évidemment, mais par la Ligue des droits de l'homme, et dont Agnès Ricoire a d'ailleurs été citée en tant que témoin dans la procédure judiciaire, donc elle était vraiment du côté de Garcia. Donc la Ligue des droits de l'homme utilise cet argument. Jean-Michel Ribes, le directeur du théâtre du Rond-Point aussi, ça ce sont des discours qui circulent dans les articles. Autrement dit, les acteurs, là, ce matin on a une réunion où on discutait des codes des différentes institutions, là on est complet, c'est exactement ça, c'est-à-dire que les acteurs du monde de l'art vont défendre la pièce par des arguments issus du monde de l'art, à savoir que c'est de la fiction, de la poésie, et que l'artiste ne peut pas se laisser dicter de limites. Mais cet argument de l'exception artistique est très peu repris donc par les journalistes. Donc voilà pour premier constat. Ensuite, toujours par rapport à la question des arguments qui viendraient du monde de l'art, on a toute une série de définitions qu'on peut trouver qui est du type « l'art blesse les certitudes et foudroie les habitudes ». Donc de l'art défini comme une provocation. Par exemple, c'est le cas d'Antoine Perrault. Ou encore, l'art est voué à l'exploration de l'expérience humaine sous toutes ses formes, dans ses excès même, dans ses passions, dans sa grandeur et sa misère. Donc, ce qui est frappant, c'est qu'à chaque fois, ce sont des énoncés définitionnels sur l'art, en général, qui sont un peu utilisés comme des pétitions de principe, c'est-à-dire on prend un argument très général, mais j'insiste vraiment sur le fait que ces arguments sont minoritaires et ils deviennent beaucoup plus importants dans la presse après le procès, où Agnès Ricoire les utilise. Il y a eu des comptes rendus du procès dans la presse, et le discours même d'Agnès Ricoire a été repris tel quel ensuite dans la presse. Donc on voit aussi une évolution en fonction de qui a parlé à quel moment. Donc voilà pour cet argument. Ensuite, un argument qui revient assez régulièrement par rapport à la question de l'art, c'est un argument financier et la question de ce à quoi servent les impôts du contribuable. Donc c'est vraiment un argument qu'on a trouvé à plusieurs reprises. Certains commentateurs considèrent que la pièce, on peut faire ce qu'on veut, mais la pièce n'a pas à être financée par les fonds publics, ce qui revient à dire qu'elle n'est pas de l'art. Donc là, on voit bien qu'en disant qu'elle n'a pas à être subventionnée, il y a finalement un jugement artistique
qui consiste à dire si c'est de l'art ou si ce n'est pas de l'art. Et c'est un argument qui avait été mobilisé par Civitas dès le tout début de l'affaire. Et cet argument est aussi utilisé à gauche. C'est ça qui est frappant, c'est que on peut, alors que on peut dire, on s'attendrait avec cette idée de réactiver la vieille rengaine de l'art subventionné, on s'attendrait à le trouver plus à droite, mais on le trouve aussi maintenant à gauche également. Voilà donc pour la présentation de ces arguments. Je te laisse conclure maintenant. Ouais, donc pour finir notre présentation rapidement, finalement, les arguments qui ont été amenés par Civitas se retrouvent un petit peu partout dans la presse tout au long de la polémique. Ce qui fait qu'il est bien plus question, finalement, des chrétiens que de l'art dans la polémique ayant entouré les représentations de Golgotha Picnic. De ce constat, on peut en tirer une conclusion, finalement. Les débats autour de la pièce ont surtout servi de prétexte, peut-être, pour faire entendre la voix des catholiques en France et pour leur donner une place de premier plan dans l'espace social. La polémique est, à cet égard, il nous semble, annonciatrice de celle qui agitera la société française en 2012 et 2013 lors de l'adoption de la loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe et lorsque sera créée l'association La Manif pour tous. Voilà.